quatrième chapitre de la Charte, à l'angle de la justice et de la législation, ben là, vous le savez, il n'y a pas de changement. Cette langue de la justice et de la législation, ce sont les deux langues. C'est le français et l'anglais. Tout le monde peut recevoir des services de la justice, peut avoir des procès en anglais, peut voir les jugements traduits. La législation, elle est écrite en français, immédiatement traduite. On n'a pas touché à ça. On est lié, dans ce cas-là, très directement lié, et on ne peut pas toucher à cause de la Charte canadienne des droits et libertés, entre autres. Cinquième, la langue des organismes parapublics. Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, les organismes parapublics? Ça veut dire les municipalités, ça veut dire les hôpitaux, les services sociaux. Et là, la définition que je donnais tantôt devient majeure. Ce qu'on sait, c'est que dans une municipalité, pour qu'une municipalité soit reconnue officiellement comme bénéficiant d'une exception de la Charte, c'est-à-dire pour qu'une municipalité puisse être bilingue, il faut qu'il y ait 50 plus 1% des personnes qui y résident qui soient de langue maternelle anglaise. Mais ce n'est pas vrai, par exemple, dans le cas des hôpitaux. Et là, on se retrouve confronté, et la situation à Montréal est en train va à toute vitesse en ce sens-là. On construit le CUSUM, puis on construit le CHUM. Mais il y a eu ce que c'est appelé le problème de l'INSEE-Gingras. l'INSEE et Gingras, ce sont deux institutions qui font de la réhabilitation à Montréal. Il y a fusion entre les deux. Un dessert surtout une population anglophone, l'autre population francophone. Ils sont unis. Il y a un conseil d'administration. Le conseil d'administration décide qu'il va demander un statut bilingue. Il demande ce statut bilingue, et là, l'Office québécois est mal pris. Mal pris, parce que l'Office, c'est masculin, ce que le premier ministre ne fait jamais. Toujours, en tout cas, et l'Office est mal pris parce que il n'y a pas de critères. Comment on fait pour savoir, est-ce qu'il y a plus de services donnés en anglais ou de services donnés en français? L'Office ne sait pas sur quoi se baser. Elle envoie donc des gens pour, à l'accueil, noter dans quelle langue les services sont demandés. Et ça n'a aucun bon sens. Ça veut dire que dès qu'il y a fusion, ce n'est pas le critère de la langue maternelle qui joue, c'est le critère de la langue d'usage. Et là, on se dit, il faut que ça soit exactement comme dans le cas des municipalités. Donc, ça veut dire que dans les services hospitaliers et les services sociaux, il faut qu'il y ait un statut bilingue qui soit accordé lorsqu'il y a une majorité de langue maternelle anglaise. Comment savoir que les gens sont de langue maternelle anglaise? Ben, nous, ce qu'on propose, c'est que sur la carte de l'assurance maladie, il y ait tout simplement d'inscrit si vous êtes de langue maternelle anglaise ou française. De telle sorte que quand vous passez votre carte, et vous la passez partout dans les services de santé et les services sociaux, on sache quelles sont la majorité des gens qui ont reçu des services. S'ils sont francophones, ça veut dire que l'ensemble du service hospitalier va être en français. Puis la différence, comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'interdire à des gens, parce qu'ils parlent anglais, d'être soignés. Au contraire, quelqu'un est malade, on le soigne, quelle que soit sa langue. Mais que toute l'administration d'un hôpital, du CUSUM, de très nombreux hôpitaux, fonctionne entièrement en anglais ou en bilingue, ça, il y a quelque chose d'anormal, là. Et ça, quand vous pensez au budget de l'État, la moitié du budget de l'État, c'est en santé, et il y a un phénomène d'anglicisation qui est extrêmement rapide, parce que de plus en plus, on s'assure que les services hospitaliers, et ça va de la recherche la plus pointue aux gens qui accueillent les patients, on s'assure de plus en plus que tout fonctionne en bilingue. Et ça veut dire une anglicisation féroce. Et c'est ça, un des phénomènes qui est jumelé avec un très grand financement des universités anglophones, une disproportion du financement créé à Montréal actuellement, surtout au centre-ville, une sorte d'empire, je dirais, économique, social, un empire qui est basé sur la connaissance, le monde universitaire, l'autre gros budget de l'État et les services de santé, en général, services sociaux. Il y a là une jonction incroyable. Puis pour vous donner juste quelques chiffres, il y a actuellement 135 000 employés de l'État qui travaillent en anglais. Proportionnellement aux besoins, il y en a 50 000 de trop. Et ça a des conséquences majeures. 150 000 personnes
135 000 personnes qui travaillent en anglais, c'est 6,5 milliards annuellement que l'État verse. Si on était dans des proportions qui respectent la proportion des francophones et des anglophones, ce serait 2 milliards de moins par année qui seraient versés à des emplois en anglais, mais qui seraient plutôt donnés à des emplois en français. Puis on se comprend, là. Les gens qui travaillent, c'est des francophones, des anglophones, des allophones, ça n'a pas d'importance. C'est la langue dans laquelle ils travaillent. Ça, c'est la langue de travail. Alors nous, on donne 2 milliards de plus par année pour angliciser le milieu de travail dont nous sommes les propriétaires. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Je me suis attardé un petit peu trop longtemps. Me direz si vous en avez marre ou si je suis trop long. Non, ça va. OK. La langue de travail. La langue de travail, ça, c'est le chapitre le plus important, dans le fond, parce que tout le monde dit il faut absolument qu'on parle le français au travail. Bon, ils ont raison. Ils ont raison. Mais dans la langue de travail, il y a deux choses qui étaient absolument aberrantes. La première, c'est que pour avoir un emploi, maintenant, de plus en plus, on exige la connaissance de l'anglais et c'est l'employé qui doit faire la preuve à son futur patron qui n'a pas besoin de l'anglais pour occuper le poste que lui demande. Aberrant. On transfère. S'il faudra maintenant, dans cette charte-là, que l'employeur fasse la preuve, au moment où il fait une offre d'emploi, que la connaissance de l'anglais est absolument nécessaire pour que quelqu'un puisse occuper ce poste-là. Et il faudra qu'il le fasse avant, en communiquant avec l'office. Ça se fait vite. Vous avez une offre, vous proposez des emplois, vous envoyez un courriel et vous dites pour quelle raison ça doit être, la connaissance de l'anglais est requise. Ça va diminuer drôlement les exigences par rapport à la connaissance de l'anglais. Mais la connaissance de l'anglais, on le sait, elle est importante parce qu'on est de plus en plus en relation avec des pays où c'est l'anglais qui est la langue d'usage. Bon, ça c'est une partie. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle les comités de francisation. Ce qui existe actuellement, c'est qu'entre 50 et 100 employés, c'est couvert par la loi. En fait, tout est couvert par la loi, mais dans les faits, là, il y a juste des comités de francisation dans les grandes entreprises où il y a plus de 100 employés. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut toucher maintenant les entreprises qui ont entre 25 et X employés. Ce qu'on propose, donc, ce qui est proposé là-dedans, c'est que dans les entreprises qui ont entre 25 et 50 employés, il y ait un comité de francisation de 2 personnes. C'est des comités paritaires, ça. Ça veut dire employé-patron. Juste 2 personnes. Quand ils ont entre 50 et 100, un comité paritaire de 4 personnes. Puis quand ils ont plus que 100, un comité paritaire de 6 personnes. Puis quand c'est des très grosses compagnies qui ont différentes usines ici et là, bien la même règle s'applique. Si c'est une usine où il y a 25 à 50, c'est un comité de 2, à 50 à 100, un comité de 4. Donc, et évidemment, avec les mêmes exigences que ces comités-là soient des comités actifs et qui soient vraiment suivis. Comment on y arrive? Bien, c'est des technicalités auxquelles on a répondu qui sont relativement simples. La CSST est un organisme très efficace qui peut avertir l'Office québécois de la langue française dès qu'une entreprise a plus de 25 employés. Ça, c'est pour la langue de travail. Mais, les gens s'illusionnent s'ils s'imaginent qu'on va franciser le travail sans franciser en amont. Parce que la vraie réalité, c'est qu'il y a anglicisation du milieu de travail, parce qu'en amont, avant, il y a anglicisation des futurs travailleurs. C'est de là que ça vient l'idée de dire que la loi 101 doit s'appliquer au cégep. Parce que si 40% des allophones, 50% des allophones, après le secondaire, s'en vont vers les cégeps, la majorité d'entre eux continuent leurs études quand ils en font des études universitaires en anglais. On est en train de créer un bassin de travailleurs anglicisés et bilingues. La majorité sont bilingues, mais dont les études supérieures, cégep et université, se sont déroulées en anglais. Quelle est la tendance de quelqu'un qui vient de passer 7 ans, 8 ans de sa vie à étudier en anglais? Évidemment, c'est d'utiliser l'anglais. Il vient de perfectionner son outil-là. Donc, il faut franciser cette partie-là. Alors, les cégeps en français. Ce qu'on ajoute, c'est la formation aux adultes et la formation professionnelle en français aussi. Puis ce qu'on ajoute en plus, ce sont les services de garde en français. Autrement dit, ce qui est proposé dans la nouvelle charte, c'est qu'il y a des services de garde
en anglais pour les anglophones, langue maternelle anglaise, puis en français pour les francophones et les allophones. Exactement le même principe que pour le primaire, le secondaire, le cégep. On arrête au niveau des universités parce que, rendu à l'université,